Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Goldstein. Bienvenue sur Humain, le podcast qui nous invite à partager un moment de la vie de personnalités comme vous, comme moi, comme nous. Tous ont accepté de faire un bout de chemin avec moi pour vous partager durant 1 heure leur humanité à travers la singularité de leur parcours et de leur chemin de vie. Bonne écoute! Bonjour Marianne. Bonjour. Bienvenue sur cette émission et sur cet épisode. Je suis très heureux de vous accueillir. Vous êtes bien connu dans la région, on aura l'occasion d'y venir, mais surtout, vous nous avez été recommandé par Paul Didier, qui était l'invité du 2e épisode et qui ne tarissait pas d'éloges vous concernant. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ? Oui, alors évidemment je remercie Paul Didier pour ses paroles élogieuses, sa proposition qui tout d'abord m'a littéralement paralysée. J'ai mis du temps à répondre, je me suis dit non, ce n'est pas possible, je n'ai pas l'habitude de parler de moi, j'aime parler des autres, j'aime parler aux élèves, mais peu de moi. Donc voilà, je suis Marianne Lefort. Je suis professeure de lettres classiques à la retraite et je revendique ce titre même en étant retraitée. Je suis toujours professeure de lettres classiques à la retraite et pas retraitée. Tant je m'identifie à ma fonction de professeur, tant pour moi c'est une sorte d'identité. Donc voilà, j'ai été professeure au collège Étanges-Grande pendant 19 ans. Puis au lycée Hélène Boucher pendant 18 ans. À Thionville. Et j'étais également c'est-à-dire que j'ai été conseillère pédagogique très rapidement, dès l'âge de 25 ans. Et puis, une fois arrivée au lycée, j'ai été formatrice, c'est-à-dire que j'étais chargée de mission auprès de l'inspection des lettres pour une mission de formation, d'accompagnement des professeurs, de rédaction d'articles. J'ai créé par exemple le bulletin des langues anciennes, un concours d'étymologie au niveau de l'académie. Et donc cette fonction m'a également beaucoup apporté et m'a apporté surtout une réflexion très approfondie sur la pédagogie, la transmission, la didactique et toujours dans le cadre d'une équipe. Nous avons beaucoup travaillé en équipe autour de l'inspectrice de lettres classiques et ce sont des années qui m'ont énormément formée sur le plan de l'enseignement. Est-ce que c'était une vocation pour vous de devenir professeur ? Oui, je crois que oui. Très tôt. Parce que très tôt, alors d'autres l'ont dit avant moi, aussi loin que je me projette, j'ai des livres, je suis avec un livre, j'aime les livres m'ont accompagnée partout et dès que j'ai côtoyé la littérature, mon seul projet c'était je serai professeur de français. Ensuite je serai professeur de français et de latin et ensuite je serai professeur de français, latin et grec. Ça a été mon objectif depuis j'ai envie de dire, mon enfance. D'accord. Donc assez rapidement, vous êtes destiné à l'enseignement. Oui. C'est une vocation qui vous marque encore, puisqu'aujourd'hui vous dites « Je suis professeur de lettres classiques ». Je revendique toujours ce titre, malgré le fait que je suis maintenant en retraite, même si je sais que c'est pas totalement vrai, parce que vous avez plein d'autres activités, on y reviendra. Mais donc... Est-ce que, à aucun moment de votre carrière, vous n'avez eu des doutes sur le choix que vous avez fait de l'enseignement ? Je peux dire jamais. D'accord. Jamais, tellement je me suis toujours sentie à l'aise dans ce métier, malgré les difficultés que je ne nie pas, peut-être certains échecs, mais ce contact avec les élèves, la transmission de la littérature, des langues anciennes, a été une véritable passion. Et je crois que dès mes débuts d'enseignante, j'ai été passionnée. J'ai découvert le plaisir des textes, la volonté de transmettre aux élèves ce plaisir des textes, ce goût des textes, le plaisir des mots également. Pourquoi ce mot ? Bien sûr, à travers les langues anciennes, on racontait l'histoire, on expliquait l'histoire des mots, mais
je voulais que les élèves comprennent que la littérature, c'est un agencement de mots, d'images, d'idées, de valeurs que je pouvais leur transmettre. Et je voulais les éveiller à ce plaisir-là. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus attiré dans l'enseignement. Il y a quelque chose de magique dans les mots, disait Yves Richet dans un des épisodes précédents. Notamment, il dit qu'on peut passer alors lui dit des milliers d'heures sur un mot parce que vraiment c'est quelque chose qui est fascinant. Pourquoi ce mot-là? Qu'apporte-t-il à la phrase? Que dit-il de l'auteur? Que dit-il du monde? Que nous dit-il? Comment éveille-t-il des choses en nous? Et ce mot dans la phrase, et puis après c'est l'analyse du texte. Et analyse que j'ai pratiquée au collège comme au lycée. D'accord. Quelles sont les principales difficultés de l'enseignement des lettres classiques? Alors vous avez parlé du latin, du grec. Aujourd'hui, on a l'impression que malheureusement, ce sont des choses qui ont disparu, même déjà depuis quelques décennies, ou en tous les cas, à tout le moins, diminué. Ce n'est plus quelque chose qui était... c'était recommandé encore à mon époque, dès la classe de 5e, on commençait le latin, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est, pour mes propres enfants, déjà, ils n'ont plus ça. Ça s'éloigne de nos enfants, de nos élèves, oui. Et quand je regarde derrière moi, je me dis souvent que ma carrière a été aussi un combat pour les langues anciennes. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, ça s'est aggravé bien sûr, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors j'ai des souvenirs très très précis, par exemple au collège d'Étanges où nous avions pourtant un chef d'établissement très fin, très cultivé. Mais ces heures de latin et de grec avec entre 15 et 25 élèves prenaient du temps dans la DHG, la dotation horaire des établissements, et il aurait préféré que j'enseigne du français plutôt que du latin et du grec. Et un jour, il a déclaré qu'il n'y aurait plus de grec, à la rentrée, parce qu'on avait besoin de moi pour enseigner le français. Et j'avais 25 élèves en cours de grec. Et j'ai dit, non, ce n'est pas possible. Et donc, je savais que j'avais derrière moi les parents. Ça a été un très grand atout dans ma carrière aussi, d'être soutenue par les parents. J'avais les parents, j'avais les élèves, les collègues, et j'ai fait appel au conseil départemental, au conseil régional. Et donc, nous sommes allés en délégation à l'inspection d'académie. Voilà. D'accord. Et nous avons sauvé le grec de cette manière. Au moins pour quelques années. Voilà. Et au collège, je l'ai eu jusqu'à mon départ du collège, nous avons pu avoir du grec. Alors, vous avez aussi des élèves qui aujourd'hui ont un souvenir marqué des cours qu'ils ont eus avec vous. On parlait de Paul qui est devenu aussi un amoureux des lettres et des livres, même si il a embrassé une carrière politique pour le moment. Indiscutablement, il dit qu'il ne peut pas passer un temps sans lire. Toute modestie mise à part, d'après vous, quelle était votre patte qui fait que ces élèves aujourd'hui parlent encore de vous avec beaucoup d'affection, dirons-nous, mais surtout vous donnent une grande marque de reconnaissance par rapport à leur propre amour de la littérature. Oui. Alors ça me fait grand plaisir d'entendre les élèves, les anciens élèves continuer à pratiquer, à lire beaucoup. C'était un de mes premiers objectifs, amener les élèves à la lecture. Alors par des tas de moyens, je présentais des livres, on faisait de la lecture à voix haute, des lectures à plusieurs voix, les élèves présentaient des livres, on parlait des livres en classe, on lisait beaucoup. Et puis pour les langues anciennes, j'apprends comme ça incidemment au cours de rencontres que des anciens élèves qui ont maintenant 30-35 ans pratiquent la lecture de la langue ancienne encore maintenant et presque quotidiennement. Dernièrement, un de mes anciens élèves, qui est un très très grand musicien, me disait « Eh bien, je continue à lire du latin et j'ai besoin d'en lire tous les jours. » Un autre me disait « Mais moi, c'est le grec. Je lis du grec et j'ai un grand bonheur à lire le grec. » Alors, je pense que... Bon, d'abord, j'étais passionnée. Pour moi, le grec, c'est une passion.
Dès que j'ai découvert le grec, c'était en classe de 4e, je crois qu'il y a eu un coup de foudre pour le grec. Et c'est une langue dans laquelle je me suis sentie bien, sentie à l'aise, sentie chez moi. Et j'ai voulu, là aussi, le transmettre aux élèves. Et les cours de grec, comme de latin d'ailleurs, étaient un cours vivant. Un cours où on échangeait sur les textes. Les textes de la littérature ancienne parlent de politique, parlent de démocratie, parlent de l'homme, parlent de la justice, de l'injustice. Et je renvoyais aux élèves, qu'en pensez-vous? Et vous, qu'auriez-vous fait? L'apologie de Socrate, la condamnation de Socrate, qu'auriez-vous fait? Et aujourd'hui, que ferait-on? Et Socrate, pourquoi a-t-il été condamné finalement? Et je crois que le fait de côtoyer ces personnalités de l'Antiquité a pu donner aux élèves des valeurs. Je crois qu'ils ont compris ce que représentaient ces textes et que ces valeurs-là, ils pouvaient se les approprier et quelque part, elles les ont construits. Et puis le cours de grec, c'était l'étymologie aussi. Tous ces mots nouveaux, les mots des sciences ou les mots du quotidien, leur origine. Voilà, on les explique. On les rencontre dans un texte, on les comprend. On faisait des jeux d'étymologie, des concours d'étymologie. Et il y avait le moment magique de la mythologie. Je racontais les mythes aux élèves. Et lorsque je sentais que l'auditoire était un peu fatigué parce qu'on sortait de cours qui avaient peut-être été un petit peu difficiles ou de moments douloureux dans la vie des élèves, je commençais le cours en racontant un mythe. Voilà. Vous posez vos affaires, vous croisez les bras, vous vous détendez. Je vais vous raconter un mythe. Et je crois que les élèves étaient un petit peu pris dans cette magie du mythe, mais on sait bien que le mythe creuse profondément en l'être humain et qu'il y laisse des traces. À une époque où beaucoup de choses sont numériques, et je suis en face de vous, non pas avec un cahier, mais avec une tablette, des personnes qui nous entourent peuvent lire des livres sur tablette ou papier, mais aussi on se rend compte que chez les plus jeunes générations, et y compris d'ailleurs dans ma génération, beaucoup ont délaissé la lecture pour des choses plus visuelles. Qu'est-ce que l'on pourrait donner comme conseil? Je pense en particulier à nos auditeurs qui sont parents de jeunes, d'adolescents, pour quel pourrait être votre truc, je reprends mon expression favorite, pour donner l'envie de lire ou en tous les cas susciter l'envie de lire ou de reprendre un livre et finalement de prendre ce temps de recul, mais l'été s'y prête bien, nous sommes en été, pour pouvoir découvrir ou redécouvrir certains ouvrages. Oui. Quel pourrait être votre conseil? Oui. Puisque vous avez ce qui est marquant dans les personnes qui vous connaissent, et Paul le dit bien, c'est vous leur avez donné le goût de la littérature, le goût du livre. Et alors, est-ce qu'il y a pour les personnes qui n'ont pas naturellement vos qualités pédagogiques, ni même votre instruction, mais qui aimeraient voir leurs enfants reprendre des livres, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme astuce? Alors, c'est difficile. C'est vrai que c'est un souci pour les parents que j'entends souvent, que j'ai entendu d'ailleurs en tant qu'enseignante, et que j'entends de plus en plus maintenant, mais mon enfant ne lit pas, que faire? Alors je pense qu'il y a souvent un livre magique qui va donner envie de lire aux enfants. Et que c'est peut-être l'entourage qui peut trouver ce livre magique. Est-ce que ce sera de la science-fiction? Peut-être faut-il passer par les mangas, peut-être faut-il passer par la bande dessinée. Mais il y aura, je pense, pour beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, le livre qui va leur dire quelque chose, qui va les accrocher et par ce biais-là, les amener à la lecture. Alors moi, j'ai des petites filles qui sont adolescentes et elles sont lectrices, mais parce qu'à un moment donné, elles ont trouvé le style de livre, le livre parfois simplement, qui les a conduites vers d'autres livres. D'accord. Et
j'en parlerai tout à l'heure, je m'occupe d'un conseil de jeunes, j'ai 25 jeunes, et j'ai avec eux le projet de les emmener à la médiathèque. D'accord. Et de leur demander à chacun ce qui les intéresse. Et avec la responsable de la médiathèque, nous avons prévu de leur offrir un livre, et le livre qui devrait correspondre à leur goût. D'accord. Donc, une des pistes pourrait être de dire emmenez vos enfants à la médiathèque, faites-leur découvrir la médiathèque. C'est vrai que maintenant, on en a beaucoup autour de nous. Et c'est vrai que ce sont aussi des endroits privilégiés où les enfants aiment aussi à se promener et à s'installer, même des fois lire un livre sur place. Oui, bien sûr. Les petits lisent plus que les adolescents. Oui. Le problème, il est au niveau de l'adolescence, vers 12, 13, 14 ans. Les enfants ont lu les livres d'enfants, la littérature jeunesse, parce qu'à l'école, on les accompagne, on les emmène à la médiathèque, on parle du livre, on fait venir des auteurs dans la classe. Et au collège... Pas partout, hein, je précise. Non, pas partout. Hein, dans l'école de ma commune, il y a une très grande fréquentation dans votre commune, livre. On va y revenir, oui. Mais je pense qu'il ne faut pas se décourager et que amener les enfants au livre... je crois que c'est... J'avais dit parfois à mes élèves, si je vous amène à la lecture, j'aurai gagné mon année. Bon. Et pour moi, c'est essentiel, mais je reconnais que c'est difficile. D'accord. Alors, vous n'êtes pas qu'enseignante, vous êtes aussi élue. Oui. Vous êtes une élue de la République et en particulier dans votre commune, vous avez une vie associative extrêmement riche. Oui. Je crois, vous m'arrêterez si je me trompe, que vous êtes en charge de l'environnement, de la jeunesse et de la culture. Donc là, vous êtes dans votre cœur de métier. De la même manière, comment vous est venue la chose publique ? Elle ne m'est pas venue. Parce que je sais qu'il n'y a pas que la chose publique, mais de manière générale, vous êtes très engagée. Oui. En fait, elle ne m'est pas venue. Voilà, je commençais à penser à la retraite et c'était l'année des élections municipales et mon mari me dit mais c'est pour toi. Comment ? Pour moi ? Mais oui, si tu quittes l'enseignement, il te faut quelque chose où tu te donnes de la même manière. Et donc voilà, on est venu me solliciter, je pense, sur ses conseils. Et puis ensuite, il m'a dit, mais il ne te suffit pas d'être élue conseillère, tu dois être adjointe. Tu dois faire bouger les choses. Tu as des choses encore à transmettre, à dire, à faire. Il faut le faire. Et voilà, je me suis engagée dans la campagne municipale. J'étais dans la bonne liste parce qu'on en avait 4 et nous avons été élus et je crois que je me suis prise au jeu. Voilà. Oui, ça fait déjà quelques années maintenant. 2014. Oui. Voilà, j'ai récidivé pour un deuxième mandat. Donc là, avec un grand plaisir. C'est un bail de 12 ans puisque vous allez jusqu'en 2026. Voilà, c'est un bail de 12 ans. Voilà, exactement. Alors, vous intéressez naturellement à la jeunesse, à la culture, mais aussi à l'environnement. Oui. Alors, dans mon premier mandat, j'avais en responsabilité le sport, loisirs, culture, jeunesse, un petit peu les écoles, la communication, etc., etc. Et donc, j'ai appris, j'ai envie de dire, le métier, hein, parce que c'est presque un métier où il faut entrer en contact avec les associations, gérer les associations, gérer les manifestations, des grandes manifestations. Alors vous êtes à peine élu. Vous avez fait des choses très, très intéressantes, notamment en faveur du handicap. Peut-être que vous m'en direz un peu. Oui, et vous êtes bien renseigné. Oui. Alors j'ai commencé par créer la fête des saveurs. Je voulais une fête qui rassemble beaucoup de monde, mais qui ne soit pas qu'une fête, qui soit en lien avec la nature, avec la santé, qui permette aux gens de communiquer et, voilà, je suis pédagogue, d'apprendre des choses. Donc j'ai créé cette fête des saveurs avec le partenariat d'une équipe, d'une association que j'ai créée, Boussanim, et j'ai souhaité qu'il y ait des conférences. Donc c'est une fête où on invite des personnalités pour parler soit de la nature, de l'environnement, de la santé, voilà.
Et puis, il y a des ateliers aussi, des ateliers où on peut faire créer des produits naturels de beauté, de nettoyage. Voilà, ça tourne autour de l'environnement déjà. Et puis, j'ai également lancé cette idée de la fête du handicap, handisport. Alors, je dois dire que ça a été un challenge. Grande manifestation. Oui, ouais, gigantesque, peut-être un peu trop. J'ai commencé avec la sollicitation d'un entraîneur de foot qui est venu me voir et qui m'a dit et si on faisait quelque chose pour le handicap? Je crois que c'est d'ailleurs le frère d'un grand gardien de foot. Oui. Monsieur Hétor. Monsieur Hétor. Ouais. Donc il est venu me voir, il a dit vous faites plein de choses à Beauce, si on faisait quelque chose pour le handicap? Et je me suis dit oui. Tout de suite, j'ai dit oui. J'y pense, je ne sais pas encore comment, mais oui. Si vous êtes avec moi, on va faire quelque chose pour le handicap. Alors je dois dire que je suis aussi entourée d'une équipe à la mairie. Nous travaillons de façon très rapprochée entre adjoints et certains élus. Mais ça a été un travail énorme parce que je voulais faire quelque chose de très grand où toutes les associations participeraient. Je voulais fédérer toutes les associations de Beauce, les associations sportives de Beauce, puisque c'était autour du sport, sport et handicap. Et donc nous avons tout organisé, nous devions avoir beaucoup de personnes handicapées, nous en avons eu beaucoup, mais c'était un jour de grande canicule. Il faisait 40 degrés, ça se passait au stade de foot, en été. En partie au club de kayak, donc là c'était bien. On a fait des sorties en kayak avec les handicapés, on a fait des matchs en salle, matchs de boxe, de basket, de hand, il y a eu de la chorale entre handicapés et non handicapés. Mais nous n'avons pas eu tout à fait le nombre attendu en raison de la canicule. Pour certains, ce n'était pas possible. Mais ça a été un grand succès en raison de ces liens entre les associations. Nous avons tous travaillé pour un même but. Et là, nous avons aussi accueilli des personnes responsables du handicap ou des handicapés qui ont pris la parole et qui ont transmis un message humain très fort, très puissant. Et je considère que tous ces messages qui sont passés ont été extrêmement enrichissants. D'accord. Il y a quelque chose qui est remarquable alors dans ce que vous dégagez, c'est votre énergie. Oui. Alors, je sais que vous ne m'avez pas dit tout ce que vous faites en termes d'engagement, mais que vous en faites beaucoup. Deux choses sont remarquables. La première, c'est votre énergie. Et la seconde, qui est votre mémoire. Je suis impressionné en un instant comment vous avez la capacité, alors pour nos auditeurs qui pourraient dire mais comment ils disent, nous avons eu des échanges en amont forcément de cet épisode, mais vous avez une capacité dès qu'on vous dit un nom, vous êtes capable de redonner un prénom, vous êtes capable de resituer des événements comme ça très rapidement et pourtant vous côtoyez énormément de monde. Oui. Comment faites-vous? Alors vous êtes... Oui, est-ce que c'est vous faites un travail particulier? Je sais que beaucoup de gens s'entraînent sur la mémoire, mais ah non, absolument pas. D'accord. Non, absolument pas. Et je disais tout à l'heure, j'ai une mémoire affective, c'est-à-dire que si j'entends un nom, je le resitue dans un contexte immédiatement. Un élève, je le vois dans sa classe tout de suite. Et oui, mais enfin des élèves, vous en avez eu beaucoup. Ah, j'en ai eu beaucoup. Alors je vais vous dire, j'ai gardé tous mes carnets de notes. Donc, j'ai à peu près 38 carnets de notes. Et lorsque je revois un élève, oui, toi, tu étais cette année-là. Alors, ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que je faisais beaucoup de choses avec mes élèves. Théâtre, exposition, sortie, voyage, le repas grec qui est resté emblématique au collège. On en parlait tout à l'heure, avant le début de l'épisode, voilà. Voilà. Et je pense que ça aussi, ça a marqué les élèves. Et ce voyage-là, ben oui, toi, tu étais dans le voyage en Grèce de telle année, avec tel professeur. Oui, c'était Monsieur Venner, c'était Monsieur Harry. On était ensemble, on est allés là, et tu te souviens, voilà ce qu'on a fait. Je crois que c'est une mémoire essentiellement affective.
en lien avec cet intérêt que j'avais que les élèves soient intéressés eux aussi, qu'ils découvrent quelque chose. On avait fait du grec pendant 2 ans ou du latin pendant 2 ans, mais il fallait quand même bien aller à Delphes. Il fallait qu'on le voie, ce sanctuaire de Delphes, où il fallait qu'on aille à Rome. Le forum, même s'il est un peu décevant, le Colisée est tout de même impressionnant. Il faut que vous voyiez ça, et il faut que vous imaginiez Cicéron en train de proclamer un discours. Il faut que vous sentiez ce qui s'est passé sur ces lieux pour qu'il vous imprègne à jamais. Et par exemple, une année, nous étions dans les premiers voyages en Grèce. D'ailleurs, j'ai eu le soutien extraordinaire des parents. Oui. Je dois dire que sans ça, on n'aurait pas... Des collègues aussi, mais les parents m'ont fortement soutenu, encouragé. Et nous étions à Épidore, donc dans l'amphithéâtre d'Épidore. Et nous avions travaillé Antigone pendant l'année. Et il y avait peu de monde à cette époque, et les élèves ont joué Antigone à Épidore. Et je pense que ces souvenirs-là, ils sont pour toujours. Ça veut dire aussi que vous avez, là encore, déployé beaucoup d'énergie pour monter ces voyages, parce que c'était pas forcément... J'ai pas eu l'impression de faire des efforts, c'était... ça allait de soi. Ça allait de soi. D'accord. Donc là, vous aviez le soutien des parents, mais aussi, je l'imagine, du collège ou du lycée. Oui. Bon, ça n'a pas toujours été le cas. Je crois que le rôle de l'administration est très, très important et que parfois j'ai dû me battre. D'accord. Mais donc, pour eux, alors la mémoire est une mémoire affective à retenir, donc ça veut dire quand on s'intéresse aux personnes, c'est plus simple finalement de retenir. Vous avez quand même malgré tout, en avant-propos de l'émission, je vous ai vu faire quelques crochets de mémoire, nous on appelle ça crochets de mémoire, qui fait tac 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 tac, juste sur un nom de famille, puisque voilà, donc on a évoqué quelques personnes, un nom de famille ou un prénom, et vous avez une capacité à dérouler des événements qui reviennent, qui sont pas d'aujourd'hui. Donc la mémoire affective, dites-vous, est sans doute le meilleur moyen de pouvoir se souvenir des personnes. Oui. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et l'énergie, alors, comment faites-vous ? Parce que vous avez vos propres rituels. Comment faites-vous pour avoir autant d'énergie ? Oui, c'est vrai que j'ai de l'énergie. Pareil que vous en avez à revendre. Oui, c'est ce qu'on me dit. Je vois bien que votre époux, c'est lui, il vous dit, il faut vraiment que tu ailles t'engager dans la chose publique. Oui. Alors, je dois dire que j'ai le soutien de mon époux dans tout ce que je fais. Le soutien, les encouragements, la confiance, voilà. C'est quelque chose de très précieux. Et je crois que cette énergie, elle est en moi parce que je suis passionnée par ce que je fais. Je suis passionnée par ce que je peux donner aux autres. Et c'est essentiellement ce que je vois, ce que je peux donner, ce que je peux apporter, ma part dans la construction de l'autre ou dans l'avancement des idées qui vont aider à faire bouger les choses. Alors, je me trompe peut-être parfois sur leur objectif, mais ce que je crois juste, je vais jusqu'au bout. On retrouve la notion de passion que Paul Didier avait bien évoquée d'ailleurs. Quand je lui demandais, mais comment fais-tu pour gérer tout ce que tu fais ? Il dit, je fais tout avec passion. Donc je rentends la même Et quand il l'a dit, je me suis dit... l'enseignement est bien passé finalement. D'accord. Vous avez aussi initié, je crois en 2017, dans votre commune, une initiative où finalement assez peu, il n'y avait que 4 écoles en France qui étaient pilotes, qui étaient Sport à School. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui. Alors, c'est le Kung Fu. Où en est cette initiative d'ailleurs ? Oui. Alors donc c'est le Kung Fu. Il se trouve que le responsable du Kung Fu, Aurélien Meyer, est venu me voir un jour. Et c'est un ancien élève, c'est un de mes anciens élèves. Et il m'explique son parcours. Voilà, je suis professeur de Kung Fu. On souhaiterait venir à Beauce. Est-ce que vous pouvez nous accueillir à Beauce ? Voilà, nous étions dans un autre club, mais nous avons une ambition autre et nous voulons nous distinguer par notre activité, l'orienter différemment. Est-ce que vous voudriez bien nous accepter à Beauce ? Moi, tout de suite, oui. Oui.
Je sais ce que tu es capable d'apporter. Bon, j'avais regardé, mais tu vas venir exposer ce que tu proposes. Tu vas l'exposer à la commission et à monsieur le maire. Et tout de suite, voilà, tout le monde a été favorable, on a validé. Et sa compagne, qui est devenue son épouse, Joy, est venue l'année suivante me faire la proposition de ce projet. Et tout de suite, j'ai dit oui. Ah, mais c'est génial. C'est génial. À travers ces activités de kung-fu qui permettent de maîtriser à la fois l'intellectuel et le physique, elle prouvait à travers les statistiques, puisque tout cela avait été testé en Italie, elle prouvait que l'élève augmentait ses capacités de façon absolument considérable. Donc oui, bien entendu, il faut le faire. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir au niveau de la mairie pour que ça se fasse. Donc les enseignants ont accepté tout de suite, évidemment. Les équipes ont été mises en place et elle a pu mener son projet à son terme. Et à la fin de l'année, les statistiques étaient tout à fait vérifiées. Donc le kung-fu aide finalement à améliorer les résultats scolaires. Oui. Ouais. C'est très intéressant parce que ça renvoie naturellement, je renvoie nos auditeurs à l'écoute de l'épisode avec Yves Richer et on voit bien que là encore il y a une forme de logique puisque Yves faisait beaucoup, il a fait pendant des années 18 heures de kung-fu par semaine et ça l'a amené là où il est maintenant, être un brillant chercheur en sémiologie, mais c'est très intéressant parce que finalement on se rend compte qu'il y a une corrélation finalement entre la discipline et les résultats scolaires en fait, c'est ça. Exactement. Et moi je suis allée voir plusieurs cours évidemment et j'étais vraiment stupéfaite par la discipline des élèves à qui on faisait faire plusieurs exercices et qui, d'eux-mêmes, sans que le professeur ait à dire quoi que ce soit, les enchaînaient d'une façon naturelle qui était remarquable. Et souvent, les enseignants disaient « Oh, ces élèves, avant de commencer l'expérience, on a une classe très agitée, ils ont du mal à se concentrer. » Et au bout de quelques mois, ils ont constaté que la capacité de concentration des élèves était bien accrue. Ah, c'est un truc. Et alors, ça c'était il y a 3-4 ans, me semble-t-il, que vous avez initié ce projet. Oui. Ça continue ou c'est... Alors, ça continue... ça demandait des moyens très importants parce que Joy ne pouvait pas former toutes les classes. Donc, il fallait former des professeurs qui soient capables de faire la même chose, de transmettre la même chose. Et ça a un coût très important. Ça n'a pas été possible. Donc certains ont pu le faire, ceux qui avaient été initiés ont pu le faire, mais Joy continue à pratiquer le kung-fu avec les élèves. Ah, c'est sympa. Donc ce n'est plus dans la même ampleur de projet, mais elle continue à le pratiquer. D'accord. Et alors... Vous étiez une des 4 écoles pilotes en France. Oui. Est-ce que vous avez des retours sur les autres? Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Et oui, les contraintes budgétaires, quelquefois, n'aident pas forcément. Et c'est dommage. Mais c'est vrai que le coût est très, très important. Et ça n'a pas pu... Ça aurait pu s'étendre à toutes les écoles. C'est le souhait qu'on formulait nous-mêmes. Mais ça n'a pas été possible. Partons maintenant sur la vie d'élu. Comment devient-on un élu? Vous nous avez un peu expliqué votre cheminement. Et est-ce que finalement on entend beaucoup ici, comme ailleurs d'ailleurs, que la vie d'élu municipal, l'élu de proximité, ça devient de plus en plus difficile et de plus en plus ingrat? Comment on fait pour tenir par rapport à ça? Parce que je peux imaginer que quand les gens ne sont pas contents, ils le disent. Quand ils sont contents, c'est normal. Oui, ils ne le disent pas. Et s'ils ne sont pas contents, ils le disent sur les réseaux sociaux. Voilà. En plus. Oui, en plus, oui, maintenant, c'est vrai. Alors oui, il y a des mécontents, c'est évident. Des mécontents auxquels on donne malgré tout une attention très importante. On passe du temps
avec les mécontents. Ben oui, et on ne peut pas toujours les satisfaire parce qu'il y a une part d'individualisme exacerbé. Et il faut aussi se plier à la loi du grand nombre, à la loi, à la réglementation. Et certains ont beaucoup de mal à le comprendre. Et tous les jours, bon, à mon niveau, j'en ai, mais le monsieur le maire en a oui, on peut imaginer que ça... constamment. Des problèmes de murettes, des problèmes d'arbres. L'arbre fait de l'ombre à mon jardin, il faut le couper. J'ai rencontré ce problème. Alors ça vous touche, c'est vous qui vous occupez de l'environnement. Mais voilà. Où la personne a dit, mais je vais faire un sitting dans votre bureau jusqu'à ce que vous coupiez cet arbre. Ouais. Et j'ai eu beau lui expliquer que cet arbre avait sa place et que de toute façon qu'il fallait préserver tous les arbres et qu'elle serait peut-être contente d'avoir un peu d'ombre dans son jardin par la canicule, on n'a pas coupé cet arbre. Hein, on n'a pas coupé cet arbre. Mais on passe un temps fou à régler ces problèmes de mécontentement pour lesquels parfois on ne peut rien parce qu'il n'y a pas de solution. Et s'il y a une solution, en tout cas, on l'apporte. On l'apporte, on essaye de l'apporter. Alors, quelles pourraient être vos paroles pour un peu encourager à s'investir dans la chose publique? Qu'est-ce qui est votre moteur? Vous nous l'avez expliqué, mais voilà, il y a un réel désintérêt, me semble-t-il. Moi, j'en veux pour preuve ici, dans ma propre ville, aux dernières élections, il n'y avait qu'une seule liste. Chez nous aussi. Voilà, bon. Chez nous aussi. Voilà, donc, mais il y en avait plus en 2014. Voilà, il y avait 4 listes en 2014, mais aux dernières élections, une seule liste. D'accord. Donc, voilà, l'élection était déjà jouée. Donc, il y a un désintérêt de la chose publique. Oui. Alors, il y a un désintérêt parce que ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. D'accord. Beaucoup. Et parfois, donc, pour quelqu'un qui voudrait s'engager, il faut qu'il comprenne que ça prend beaucoup de temps. Que ça prend beaucoup de temps. Lorsque je me suis engagée, je me suis dit quelques demi-journées par semaine. Mais je suis presque à un temps plein. Et je crois que je suis à un temps plein, sans vacances. D'accord. Ou les vacances... Oui, alors c'est pas comme ça que vous allez encourager les personnes à s'engager dans la chose publique. Voilà. Alors, je suis victime de mon tempérament. C'est-à-dire que si on vient me soumettre un problème... Vous allez vous y intéresser. Je m'y intéresserai, mais je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas réglé. Et les gens le savent. Et ça me prend beaucoup de temps parce que un tel vient me demander, oui, on va essayer de trouver une solution. Et voilà, je vais voir un tel, je vais mettre en relation des personnes pour essayer de régler le problème si je juge qu'il peut être réglé. Alors, dans la vie associative, il y en a énormément. Et des associations qui parfois périclitent. Nous avons par exemple une association de seniors pour laquelle on ne trouve pas de président, ni de secrétaire d'ailleurs. Eh bien, je cherche. Et avec ma collègue Renée, nous cherchons et nous allons voir les uns, les autres. Est-ce que tu ne voudrais pas? Nous t'aiderons. Et on y passe beaucoup de temps. Ça veut dire quand même un effort pour trouver des bonnes volontés, quoi, en fait. Oui, parce qu'on sait que ces associations-là ont un rôle à jouer. Nous avons 30 associations à Beauce, dans notre commune. Et ces associations sont vraiment un ferment pour la vie locale. C'est le lien, c'est les échanges, c'est la créativité, c'est la construction d'autant de personnes, de jeunes. Et pour les seniors, c'est un moment de rencontre qu'ils n'ont pas pour la plupart. Ils sont chez eux, mais il y a ce moment de rencontre. Donc il faut le préserver. Mais pour le préserver, il faut maintenir l'association. Et c'est toutes ces petites actions, en plus des grandes, qui prennent énormément de temps. Cet après-midi, je devais le consacrer à mes petits-enfants. J'ai eu 2 rendez-vous qui m'ont pris tout l'après-midi. Voilà. Parce que il y avait un problème de parcelles, de fauchage de parcelles à régler, parce qu'il y avait un problème nous avons mis en place des marchés de producteurs qui n'ont pas le succès espéré, donc on analyse, on cherche, on en appelle un autre, on essaye de dynamiser ces marchés, mais ça prend des heures et des heures. D'accord. Mais il y a les contreparties, les grandes satisfactions. Les grandes satisfactions, et je crois que pour moi, elles effacent tout le reste. Voilà, donc j'ai mis en place, dès 2015, un conseil municipal des jeunes.
Et je crois que c'est une réalisation dont je suis fière. Je suis épaulée aussi par d'autres élus, mais c'est faire prendre conscience ils sont 25 actuellement, leur faire prendre conscience qu'ils ont un rôle à jouer. Et je suis absolument sûre que pour la plupart d'entre eux, ils seront un jour, peut-être pas élus, mais en tout cas responsables quelque part. Et qu'ils auront un rôle de citoyen à part entière. Et de cela, je suis satisfaite. Et c'est ce qui m'aide à accomplir des choses parfois beaucoup moins drôles. D'accord. Par exemple, pour le projet de cette année, c'était une campagne anti-tabac, anti-mégot. C'est le projet de l'année, donc pour lequel ils étaient tous unanimes. Nous avons pris des contacts, des personnes sont venues leur parler du côté nocif des mégots. On a ramassé des mégots, on a écrit des articles sur les mégots. Et là, nous avons commandé des cendriers à mégots. Et notre dernière action, c'est une vidéo sur cette campagne anti-mégots. Une vidéo que les jeunes ont faite, accompagnée d'une jeune étudiante qui est chargée du montage. D'accord. Et je suis certaine que ça va être une réalisation exceptionnelle. Ça va être super. Oui, j'en suis absolument sûre. Alors, vous venez de nous dire que vous êtes extrêmement sollicité. La question qui me vient assez naturellement, c'est comment gérez-vous, à votre niveau, la pression ? Je ne vais pas employer le mot stress, mais comment est-ce que vous gérez tout ça et comment vous faites face à toute cette pression et toutes ces sollicitations ? Parce que vous n'êtes pas uniquement élu municipal, vous êtes aussi engagé dans beaucoup d'associations, vous avez beaucoup de responsabilités, vous êtes une grande bénévole, allons-nous dire. Oui. Comment faites-vous ? Essentiellement. Oui, bien sûr. Alors, comment je gère tout ça ? J'ai beaucoup de moments de stress. D'accord. Beaucoup. D'accord. Ça ne se voit pas Ça ne se voit pas en tous les cas. Non, ça ne se voit pas, mais... Vous m'avez dit tout à l'heure, vous m'avez avoué tout à l'heure en me disant, je ne sais pas trop comment va se passer cette émission, mais je vous félicite, ça ne se voit pas du tout, ça ne s'entend pas non plus. J'ai beaucoup de stress, j'ai beaucoup de colère aussi parfois. D'accord, ça va avec la passion ou pas ? Oui, peut-être, ou une passion mal gérée. En tout cas, j'ai parfois des colères lorsque je suis sûre que ce que je propose fait avancer les choses et que je sens une certaine, plus que de la réserve, peut-être une opposition, ou veut-elle encore nous embarquer ? Qu'est-ce qu'elle nous propose encore ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et voilà, j'ai des moments de colère, mais bon, voilà, qui s'atténuent. Nous sommes là aussi une équipe, et je crois qu'on a la chance de se soutenir les uns les autres, et un maire qui nous soutient. Voilà, je crois que ça c'est une force. Et puis, je pense que j'ai un équilibre familial qui me donne la force. D'accord. Mon mari, mes enfants, mes petits-enfants, où tout le monde sait qui je suis, avec mes excès parfois, mes excès de colère ou d'exigence, je suis très exigeante, mais qui me soutiennent toujours. Allez, vas-y, ça il faut le faire, ça tu sais que tu peux le faire, tu vas le faire. Donc ça, je crois que c'est important. On a beaucoup de moments familiaux intenses. Nous sommes très très fêtes dans la famille. Tous les moments se fêtent avec plein d'animations. Donc on est très fêtes, très soudés. Et ça, c'est fort. Beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Et puis, j'évacue ce stress. Je suis jardinière. Je jardine. D'accord, donc le jardin vous aide finalement à canaliser cette... Voilà, je vais au jardin. Un jour, je suis rentrée très 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 en colère. Je suis partie au jardin, je suis rentrée, c'était fini. Pendant tout ce temps où je jardine, j'ai le contact avec la terre, avec la nature, ça m'apaise. Ça m'apaise énormément. Et d'où mon engagement dans l'environnement. Où il y a beaucoup à faire, beaucoup à faire. Et on avance petit à petit. Nous sommes une commune zéro pesticide, où on recycle presque tout. Là, j'ai mis en place le recyclage des masques. On va mettre en place des composteurs publics.
On recycle les mégots. Oui, ça, et donc on avance petit à petit et bien. Donc la pression, le stress, qui est naturel. Je reviendrai sur l'enseignement dans un instant, parce que finalement j'ai une question qui me vient. La pression, le stress, vous allez la canaliser avec un environnement affectif solide, oui. Et le jardinage. Donc oui. En fait c'est ça. Oui. Vous consacrez beaucoup d'heures en cette saison. Le soir. Hein. D'accord. Donc pour moi, il y a essentiellement pas de télé, légumes, fruits, légumes ou plutôt légumes. Ou les fleurs. Légumes, le potager. J'ai des fleurs aussi. Le vrai potager. Des fleurs autour de la maison, un petit peu au potager, mais essentiellement potager. Voilà, j'ai mes tomates. Et ça vous est venu historiquement ou oui, c'est vraiment quelque chose? Je suis d'une famille d'agriculteurs et ce contact avec la terre, je l'ai toujours eu. Le travail de la terre, je crois que je l'ai eu avec mes parents qui m'ont transmis non seulement le goût de la terre, mais le goût du travail, le travail qui construit, le travail qui bâtit un être humain et qui le grandit. Alors, vous avez dit, vous venez de nous parler finalement de la pression et de vos colères, hein, oui. Voilà, vous l'avez dit, et de votre exigence. Et en même temps, quand je parle, quand on rencontre, on a eu Paul, mais d'autres de vos élèves, certains ont brillamment réussi. C'est pas ce qui ressort. Alors, est-ce que vous aviez une posture différente en tant qu'enseignante, parce que vous nous avez décrit finalement tout ce que vous faisiez avec vos élèves. Oui. Parce que on comprend bien l'exigence, mais l'exigence, elle est jamais forcément drôle pour l'élève ou pour l'apprenant. Hein. Non, mais il y avait beaucoup de bons moments. Parce que moi, mes professeurs exigeants, je pense. Ils m'ont fait beaucoup souffrir. Hein. Ouais, et ça, je m'en rends compte maintenant parce que les élèves me l'ont dit. J'étais bienveillante. Oui, c'est ce qui ressort en tous les cas. J'étais exigeante mais bienveillante. Je poussais l'élève vers la meilleure réussite dont il était capable. Hein, je crois que je n'ai jamais dévalorisé quelconque élève. C'était, tu peux faire mieux, je vais t'aider à faire mieux et tu vas réussir. J'avais à la fois la bienveillance et la confiance dans l'élève. Et bon, j'aurais des centaines d'anecdotes. J'imagine. Mais un élève qui vraiment ne s'intéressait pas du tout au français, mais alors absolument pas. Je crois que c'est le seul élève de ma carrière que j'ai mis dehors. Ah oui. Tant il était ingérable. Et puis non, c'était pas possible. Je ne pouvais pas. Le jour où je l'ai mis dehors, j'ai dit non, ça ne se renouvellera jamais. Tu as perdu patience, mais ça ne se renouvellera jamais. Et nous avons monté une pièce de théâtre. Et cet élève-là, j'avais vu qu'il était capable de bien dire les choses. Je lui ai donné un rôle important. Mmh. Et ça a été très très bien. D'accord. Et le jour où il a passé l'examen de français, l'épreuve de français en première, il m'a simplement envoyé un mot. Merci madame. Il a fait succinct, mais l'essentiel mais tout y était. Voilà. D'accord. On avance maintenant, on arrive bientôt au terme de notre émission. Est-ce que... moi j'ai compris que comment vous puisiez dans vos ressources naturelles, et en particulier la terre, pour faire face au stress, aux tensions. Mais maintenant je reviens vers l'enseignante, l'enseignante en lettres classiques. Est-ce que vous auriez des pistes à transmettre ou à communiquer à nos auditeurs face aux événements de la vie, aux événements contraires, aux moments difficiles que la majorité d'entre nous connaissons tous à un moment ou un autre dans la vie? Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller, ou des pistes finalement, y compris dans la littérature d'ailleurs, hein? Oui. Moi je pense qu'il faut faire confiance. Hein, et c'est, bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure, j'aurais envie de dire aux parents de faire confiance. Hein, faire confiance à leurs enfants. J'en vois beaucoup. Il faut le mettre dans telle école, il aura de meilleurs résultats, il aura une mention bac. Une pression qu'on fait peser sur les enfants, hein, dès le plus jeune âge d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et je me suis rendu compte, à travers mon expérience de professeur, que
bon, j'ai des élèves qui sont devenus des personnalités très brillantes, j'en suis fière, très très fière, mais il y en a d'autres qui étaient en grande difficulté. Et je pense que de leur faire confiance, de leur avoir fait confiance, ça les a aidés à se construire. Et j'en vois là où je me dis, c'est extraordinaire. Il est devenu peut-être ce musicien, il est devenu ou cet entrepreneur, il est devenu et il est heureux. Il a fait ce pourquoi il était fait, et je crois que c'est un petit peu à nous, professeurs, de détecter dans les enfants, dans les élèves, ce pourquoi ou ce vers quoi ils pourraient aller. D'accord. Alors, mais de manière générale, est-ce que vous avez des ouvrages un peu références qui peuvent aussi accompagner, alors on a parlé des enfants, des plus jeunes, des adolescents aussi, mais qui pourraient accompagner l'adulte? Moi, nous avons un auditoire composé de... Maintenant, on commence à avoir une vision un petit peu claire de profession libérale, de cadre supérieur, etc. Oui. Mais aussi... je le sais, d'étudiants. Est-ce que vous avez un ou deux ouvrages qui peuvent nous aider à passer un cap? Nous sommes ici au Studio Marine, mais nous aider à passer un cap quand nous sommes dans la tempête. Oui. Alors bon... Et après, je vous demanderai votre ouvrage, s'il y en a qu'un, vous savez, maintenant la ligne éditoriale de l'émission. Oui, moi, je penserais à des ouvrages... je ne vais pas retrouver le titre comme ça soudainement. C'est pas grave, si vous me le faites parvenir, je le mettrai dans le descriptif de l'émission. Où j'ai lu à plusieurs reprises, oui, j'ai lu des ouvrages qui aident à calmer les tensions. D'accord. Et oui, je vous les transmettrai. Merci, avec plaisir. Voilà, comment dans un groupe, comment dans une famille aussi, on peut, par la confiance, la bienveillance, l'optimisme et la gestion de ses propres émotions, je crois que c'est là que ça se situe beaucoup, que l'émotion parfois nous emporte plus loin qu'on ne le souhaiterait, et on est capable de gérer ces émotions, et qu'il y a des ouvrages, il y a des personnes... moi j'ai beaucoup lu aussi Christophe André. Oui, bien sûr, on l'a cité. À tout moment j'y reviens parce que je crois que ses propos sont de chaque instant, et que on peut trouver des situations où on a du mal à gérer. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les ouvrages de Christophe André aident bien. Oui, entre autres. On arrive au terme de cette émission. C'est pas si vite. Ben oui, c'était très agréable. Le rituel de nos émissions est le même pour l'instant. Ouais. Le premier, c'est quel ouvrage? Il y en avait un seul. Alors, posez cette question à un professeur de lettres. Vous n'imaginez pas quelle frustration. Alors, j'aurais envie de vous parler de plein de livres qui m'ont marquée, qui m'ont construite, qui sont en moi. Mais quelques instants avant l'émission, je suis rentrée, j'ai ma petite fille de 5 ans à la maison. Je lui dis, donc j'étais partie, j'étais à la mairie. Ben oui. Qu'as-tu fait pendant que j'étais partie? Je devais jouer avec elle. J'ai lu. Et qu'est-ce que tu as lu là? J'ai pris l'Odyssée. Alors, je raconte l'Odyssée à mes petits-enfants. J'ai 6 petits-enfants, des grands et des petits, donc je raconte maintenant aux petits. J'ai pris l'Odyssée. Eh bien, j'ai dit, écoute, je crois que tu as raison. Et le livre que j'ai choisi, parce que je crois que je le porte depuis toujours, que je l'ai transmis très fort, de toutes les manières possibles, à travers des mises en scène, à travers des lectures, à travers des traductions, à travers des images, eh bien, c'est l'Iliade et l'Odyssée. Formidable. Et alors, on y trouve tout. Et moi, je veux dire aux parents... alors, il y a des éditions tout à fait adaptées selon les âges. Moi, pour mes petits-enfants, là, jusqu'à... Donc, ma petite fille a 5 ans, c'est l'édition du Père Castor.
on y trouve tout, on y trouve toutes les émotions humaines. Dans l'Iliade, on a la colère, on a le deuil, on a l'amour, on a la fidélité, on a le retour à sa patrie, on a tous les sentiments qui font l'humanité. Et on les a également dans l'Odyssée, avec le merveilleux. Les sirènes, Circé, elle adore Circé, on met en scène là ce soir ou demain on doit mettre en scène Circé, voilà, on initie le théâtre également à travers ces épisodes. Et je pense qu'à tout âge, sans compter la poésie du texte, l'Odyssée traduite par Jacotet qui est une merveille. Et une année, je crois que c'est l'année où Paul Didier était élève, nous avons monté l'Odyssée. À l'Adagio, nous avons fait une représentation de l'Odyssée à l'Adagio. C'était absolument magique. Un de mes collègues s'était chargé de la mise en scène, Jean-Marie, qui était le metteur en scène. Et voilà, c'était prodigieux. Et voilà pourquoi les élèves sont marqués. Super, merci beaucoup. Dernière question, avant de vous laisser le mot de la fin. Qui me recommanderiez-vous d'inviter à ce micro ? Alors, ça m'a gênée de devoir choisir. Oui. Voilà, j'avais prévu une femme, je vous l'ai dit. Et j'ai réfléchi au titre humain, au titre de votre podcast. Je crois que c'est très important qu'on parle de l'humain. Et alors, j'ai choisi quelqu'un que je ne connais pas vraiment personnellement, que j'ai rencontré plusieurs fois. C'est le président, le directeur de l'association Emmaüs. Très bien. Mon mari est bénévole à Emmaüs et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer et en tout cas de connaître, de savoir comment ce monsieur Jean-Marie Kieffer est investi dans l'association. Et il est également responsable des paralysés de France. C'est magnifique. Et Emmaüs me semble une institution où on va chercher l'homme là où il est, dans sa grande misère, dans sa grande difficulté, et qu'on le rebâtit à travers le travail, à travers le respect, à travers la considération. On le rebâtit, on le reconstruit. Et nous allons souvent à Emmaüs, bien entendu, et lorsque je vois ses compagnons, et que parfois on mange avec eux, je me dis mais quel succès. Quelle victoire. Il y a des échecs, bien entendu, il ne faut pas se leurrer. Certains repartent dans la rue. Ne serait-ce qu'une victoire, déjà, c'est déjà je me dis, mais quel travail. Oui. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ce qui est fait au sein d'Emmaüs. Bien sûr. Et pour tous les bénévoles et pour tous ceux qui poursuivent voilà. l'action engagée par l'abbé Pierre. Oui, ouais. Merci beaucoup, Merci Marianne. Je vais vous laisser le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, d'abord, je voudrais dire merci à mes élèves. J'ai des retours, beaucoup de retours. Je pensais qu'une fois retraitée, c'est ce qui me faisait beaucoup de peine, et mes élèves, plus d'élèves. Mais j'ai beaucoup de retours de mes anciens élèves. Donc, je voudrais leur dire merci. Ils disent de moi que je les ai marqués, mais ils m'ont marqué aussi. Et je crois que mes remerciements, c'est pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Et je crois qu'ils m'ont aussi aidé à me construire, à me bâtir. Et puis, comme je le disais, je voudrais dire aussi que l'école est porteuse de valeurs et qu'il faut y croire. J'entends beaucoup de critiques d'enseignants. C'est aussi ce qui me met très en colère. Et quand je suis rentrée très en colère l'autre soir, voilà, j'avais entendu des critiques d'enseignants, de gens assez proches de moi. Et je pense qu'il faut faire confiance aux enseignants et qu'ils savent, il y a des échecs, il y a des gens en difficulté dans l'enseignement, ils n'en sont pas toujours responsables, mais qu'il faut aussi se dire qu'ils transmettent ces valeurs-là et qu'ils sont là pour construire nos enfants, qu'ils sont là pour construire notre jeunesse et que ce n'est pas en les dévalorisant qu'on aide nos enfants à prendre le sens des valeurs. Merci beaucoup Marianne d'avoir fait ce plaidoyer pour l'école et merci d'avoir partagé votre expérience de vie. Il y aurait sans doute beaucoup à dire, mais voilà, nous sommes maintenant au terme de cette émission. Oui. Je vous souhaite une bonne continuation et au plaisir de vous voir. Merci à vous en tout cas, merci pour votre émission. Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Stick it up, stick it up,